Bonjour à tous et à toutes. Le futur de RH est aujourd'hui, avec Sarah, vous le disiez, de nouvelles règles, dans un monde avec moins de frontières que jamais. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager quelques réflexions autour des grandes tendances RH, réflexions issues de nos principales études. Mon nom est Philippe Burgère, je suis en charge des activités capital humain au sein de Deloitte et de Workforce Transformation au niveau mondial. Les chiffres que je vais vous présenter aujourd'hui résultent de plus d'une décennie de recherche en management et ressources humaines, et notamment, comme vous le disait Stéphane tout à l'heure, d'une étude majeure, les Human Capital Trends, à laquelle plus de 10 000 personnes ont répondu à travers le monde, dont un quart de cadres dirigeants et membres de conseils d'administration. En termes de méthodologie, c'est sans doute une des études les plus pertinentes sur le marché en termes de tendance RH. 87% des organisations que nous avons interrogées nous indiquent ainsi que le sujet des compétences est un sujet primordial pour leur organisation et pour le succès à venir. Il est donc crucial de travailler sur ces compétences, sur les compétences de nos collaborateurs, d'investir sur leurs évolutions afin de rester compétitifs sur le marché. En parallèle, comme on le sait tous, et on l'a expérimenté avec de nombreux exemples, 50% des tâches seront probablement automatisées d'ici à 2025, selon une étude du World Economic Forum. Il convient donc d'adopter une approche proactive pour anticiper les évolutions que nous connaîtrons tous et toutes autour de notre travail, autour de nos métiers, autour de nos compétences. Il s'agit également de repenser la façon dont nous travaillons et la façon dont en tant qu'être humain, nous avons un impact. Troisième grand facteur qui nous semblait pertinent, le sujet de la diversité et de l'inclusion. On le sait qu'aujourd'hui, les entreprises les plus diversifiées ont 25% de plus de chances de surperformer leurs pairs, que ce soit en matière de rentabilité ou en matière de performance économique et financière. Il s'agit donc d'intégrer l'inclusion et l'équité dans l'ensemble de nos stratégies RH afin de favoriser l'innovation et de stimuler la performance. Mais revenons au sujet du travail. Au cours du siècle dernier, le travail était principalement physiquement fixe et facilement reconductible ou reproductible. Aujourd'hui, au cours de ce nouveau siècle, le travail est désormais fluide et agile. Dans ce monde du travail en pleine transformation, les organisations sont donc confrontées avec un défi de s'adapter en permanence à un environnement changeant que nous avons formalisé selon trois grandes dimensions, trois grandes métatendances, trois grands fondamentaux. Première tendance fondamentale dont je voulais vous parler, l'évolution de notre approche, essayer d'adopter une mentalité de chercheur. Plutôt que de s'en tenir à nos approches traditionnelles, conventionnelles, les organisations doivent activer leur curiosité, tout comme les collaborateurs, afin d'accélérer l'impact qu'ils et elles sont susceptibles d'avoir sur l'ensemble du périmètre économique. Un changement fondamental auquel vous avez tous eu à faire face, c'est l'importance croissante de la question des compétences au détriment des emplois. Quand on réfléchit sur nos organisations ont été construites, bâties sur la question des emplois, beaucoup moins sur la question des compétences. Il ne s'agit pas d'abandonner cette vision d'une organisation à travers les emplois, mais bien de la faire évoluer afin d'intégrer davantage la question des compétences. Ces compétences vont petit à petit remplacer ou compléter les emplois et être la clé de voûte d'une bonne adéquation entre un travail souhaité et un collaborateur. Les organisations doivent ainsi investir dans le développement de leurs compétences et simplifier les structures d'emploi. On ne compte plus le nombre d'organisations qui ont investi sur ce sujet. AT&T, STM, L'Oréal, qui évoluent d'une organisation traditionnelle axée sur les emplois vers une organisation davantage axée sur les compétences. Près de 3/4 des organisations que nous avons interrogées nous indiquent ainsi tester une forme ou une autre de ce qu'on a appelé une skills-based organization. Que ce soit du skills-based strategic workforce planning, du skills-based hiring,
du Skills-Based Reward. Près d'un quart d'entre elles s'y sont formellement engagées sur un de ces sujets. C'est une évolution massive constatée depuis les 12 derniers mois. Et cette évolution a été possible principalement en raison des évolutions technologiques dont on sait tous et toutes qu'elles expérimentent une croissance exponentielle et donc elles vont de plus en plus vite. C'est d'ailleurs l'utilisation de la technologie qui permet de favoriser l'impact humain qui est également au cœur des dernières tendances que nous avons identifiées. Les nouvelles technologies du travail émergent, permettent d'améliorer les performances personnelles des individus, les performances collectives des équipes et soutiennent les êtres humains d'une manière différente, permettant de favoriser un certain nombre de nouveaux comportements. Les organisations doivent donc reconnaître l'importance de cette technologie pour l'intégrer davantage dans les résultats du travail, dans la performance des équipes et surtout être prêt à adopter ces avancées. Un exemple très concret, celui de BMW, qui s'est associé à la solution technologique d'NVIDIA pour améliorer la planification de ses outils de production. Le but du partenariat est de pouvoir simuler l'ensemble des aspects de production dans l'ensemble des usines BMW et de garantir ergonomie, sécurité pour les travailleurs. Mais également de permettre d'utiliser cette solution pour anticiper davantage la conception, la planification et l'exploitation des usines avant même qu'elles ne soient construites. En simulant les instructions de ces usines de production à travers le monde, 31 d'entre elles, BMW a ainsi pu réduire le temps de planification de la production de 30%. Deuxième métatendance, deuxième élément fondamental dont on voulait vous parler ce matin, le sujet de la co-construction de la relation. Les modèles de propriété, les modèles de valeur, notamment sur la data, doivent évoluer pour s'adapter à une dynamique en évolution. La mutualisation des données disponibles sur les collaborateurs devient cruciale. Les organisations doivent donc créer les conditions, légitimer ce partage de données, ce partage d'informations, ce partage de savoir-faire inter-collaborateurs et entre collaborateurs et l'entreprise. La négociation des données, de leur propriété, de leur maintenance devient donc cruciale. Un exemple très concret, Telstra, société de télécommunications en Australie, qui a mis en place une solution permettant à ses collaborateurs de modifier leurs données de carrière. L'entreprise gère un site qui s'appelle My Career, auquel les collaborateurs ont accès, qui leur permet d'ajuster des informations qui seraient incorrectes ou incomplètes concernant leur propre carrière. Les travailleurs ont donc la possibilité d'ajuster au fur et à mesure des données dont ils sont propriétaires mais que l'entreprise va utiliser. Mais cette évolution de la relation entre l'entreprise et le collaborateur, c'est aussi faire évoluer la vision de l'écosystème. Cette vision de l'écosystème qui désormais doit intégrer de manière plus large l'entreprise élargie. Les organisations doivent donc lever un certain nombre de délimitations qu'on a mis en place afin d'exploiter davantage les compétences, le savoir-faire d'un écosystème élargi. La numérisation des données, des connaissances permet d'avoir accès à cet écosystème élargi de la main-d'œuvre, permettant de créer une main-d'œuvre plus agile et plus flexible. Deux exemples très concrets. Le premier, Unilever. Forte de 150 000 collaborateurs, l'entreprise considère son écosystème de travailleurs jusqu'à 3 millions de personnes dans ses actions de développement et de formation. Autre exemple très concret, Forestia, qui forme ses sous-traitants à une approche de lean management, considérant que par ce biais, eux-mêmes seront plus efficaces. Troisième et dernière grande métatendance, la question de priorisation de l'impact humain dans nos actions et nos décisions. En matière de diversité, d'équité, d'inclusion, on a souvent mesuré nos actions en fonction de la dynamique qui était mise en œuvre, de l'argent qui était investi, des actions entreprises, beaucoup moins au niveau des retombées positives sur les actions entreprises par les individus ou par l'organisation. Il est vrai que les premiers efforts en la matière étaient davantage motivés par des questions de relations publiques que réellement un souci d'impact de durabilité. Dans notre dernière étude,
des générations Y et Z, on a 50% des répondants qui nous disent avoir fait pression sur les organisations pour qu'elles fassent évoluer leur approche en matière de durabilité. Un collaborateur sur deux des générations Y et Z. Et quand on leur demande plus précisément, un tiers d'entre eux nous disent également qu'ils sont prêts à changer d'entreprise pour rejoindre une entreprise qui a un impact durable ou plus positif sur l'environnement. Toujours dans cette évolution de notre impact humain, les organisations doivent intégrer davantage aussi le sujet du risque humain dans leur pilotage des principaux freins au développement des organisations. Chaque année, on effectue une étude auprès des CEO, 2 fois par an. La dernière, publiée en février dernier, montre que les 2 priorités d'investissement des dirigeants sont 1. La transformation de leur business, 2. Leur talent et les compétences, à égalité. Un exemple très concret, là encore, l'entreprise Hilton, qui, face à la pénurie de main-d'œuvre qui résultait de la pandémie, mais aussi d'une évolution des attentes des collaborateurs face aux entreprises, a décidé d'élargir son champ de recrutement. Elle a ainsi recruté des collaborateurs qui ont été des survivants de la traite ou du trafic humain, des réfugiés, des anciens détenus. Elle a montré aussi qu'on était capable d'avoir un impact non seulement de durabilité de l'organisation, mais de durabilité humaine, en ayant un impact positif sur les collaborateurs, sur la société et sur l'entreprise elle-même. Je le disais en introduction, le futur de RH est aujourd'hui, avec de nouvelles règles du jeu, mais ce futur du RH, vous en êtes parfaitement conscient puisque vous êtes là aujourd'hui. Merci pour votre attention et bonne continuation.